ce qui concerne le projet de Pygmalites. Et donc, on a mis en œuvre l'un des plus grands projets de Pygmalites sur un gros déposit, alors qu'à l'époque, la difficulté, pourquoi est-ce que Cominières s'était toujours concentré sur l'étain, c'est parce que la roche, elle était dure, et il a fallu donc mettre des moyens substantiels avec une tête foreuse pour pouvoir, en diamant, pour pouvoir aller casser la roche dure, et donc donner en substance une évaluation, n'est-ce pas, de la découverte. Alors, elle a été tellement majeure que la première chose qui avait été faite, c'était de réserver, n'est-ce pas, à son Excellence, Monsieur le Président, cette information unique. Et cela avait été fait, et promesse avait été faite que la société allait pouvoir, lorsque les travaux allaient se terminer, en ce qui concerne les travaux de recherche, de pouvoir revenir vers son Excellence, Monsieur le Président, pour lui présenter, n'est-ce pas, les derniers résultats. Et donc, maintenant, revenons sur les questions de clarification. Les uns et les autres se sont plaints que la société AVZ abuse de son pouvoir, et donc cet abus de majorité, elle dirige seule la société. Ce qui n'est pas le cas. Rappelez-vous, on a insisté ici, et le JV c'est un document qui est dans le domaine public, donc il peut être accessible aux journalistes. Dans ce JV, il avait été prévu qu'il y aurait 3 représentants, n'est-ce pas, de la société AVZ au niveau du conseil d'administration et au niveau de la direction. Vous avez également 2 représentants de la société communière gérer le projet pour l'amener, n'est-ce pas, à rencontrer les conditions qui leur avaient été soumises. Présentation du JV. Est-ce que le DFS, est-ce que l'étude de faisabilité a été présentée dans le délai de 36 mois? Oui, l'étude de faisabilité a été présentée dans le délai de 36 mois. Est-ce que l'étude de faisabilité avait été transmise à la société communière? Oui. En avril, lorsque la société est arrivée aux résultats et aux conclusions, n'est-ce pas, de l'étude de faisabilité, vers le mois, n'est-ce pas, d'août exactement, l'étude de faisabilité avait été transmise à la société communière et nous n'avons vu les réactions que plus de 8 mois après. Et même les réactions qui arrivent aujourd'hui, c'est que tous les autres partenaires, personne ne fait un débat sur l'étude de faisabilité. Au contraire, la présence de l'étude de faisabilité a non seulement engendré du conflit, mais a même permis, n'est-ce pas, l'entrée d'autres sociétés. Et donc, pour la petite histoire, la société d'Atomir, qui faisait partie de ce partenariat-là, eh bien, la société d'Atomir avait été payée à l'époque en termes d'actions, plus de 240 millions d'actions dans la société AVZ Mineral. Ce sont des pratiques courantes, n'est-ce pas, dans le secteur minier. Et donc, vous avez d'autres intervenants du fait de l'étude de faisabilité, comme société Zijin, qui est venue après entrer dans l'actionnariat, fait également partie de AVZ Mineral au niveau de la bourse internationale. Donc, toutes ces sociétés sur lesquelles il y a ces conflits-là se trouvent en réalité, bel et bien, n'est-ce pas, à chaque développement des activités, sur les échantillons, sur les travaux, etc. Tout ça. Et donc, également, vous devez savoir que la partie la plus importante en termes de satisfaction, c'est que là où Cominières devait s'intéresser par rapport à l'accord de partenariat, c'est que le taux de rentabilité devait être de 20%. Or, le taux de rentabilité a été multiplié par 2 et donc c'est 40%. Donc, l'étude de faisabilité. Et donc, sur le plan international, pour ceux qui sont des initiés, ils se sont rendus compte que cette étude de faisabilité avait non seulement révélé que la RDC possédait le plus grand gisement de lithium, de spodumène, après, n'est-ce pas, c'était le plus grand dans le monde et le deuxième qui suivait celui de l'Australie. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec un gisement qui va faire plus de 200 ans et pour lequel aujourd'hui,
il y a, n'est-ce pas, cet ensemble des difficultés, des complications que vous avez lues à travers les médias. Et vous comprenez maintenant un peu plus les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Et donc, quand vous allez maintenant profondément sur l'étude de faisabilité, les seuls reproches qui ont été faits sur l'étude de faisabilité ne viennent ni de la communauté internationale, ni des experts du gouvernement, ni en plus, n'est-ce pas, des autres des partenaires, etc. au projet. Ils ne viennent que de communier. Ça ne vient pas, non pas sur le gisement, sur des questions techniques, mais ce sont des réponses qui sont dites, ok, vous faites une surfacturation, etc. Les calculs, n'est-ce pas, en ce qui concerne les différents marchés dans ce genre de travail sont faits selon une méthodologie bien connue. Il y a une association internationale des ingénieurs, etc. Les calculs de DFS sont bien connus. Et les informations, en l'occurrence, en ce qui concerne AVZ, ces informations sont tout simplement rendues publiques. Et donc, quand nous allons maintenant sur les autres questions pertinentes qui concernent la licence, il a été véhiculé, et ça, je suivais la déclaration des deux personnes que nous avons indiquées, que étant un PR, que la société Datcom, il faut bien préciser, parce que dans le langage tel qu'il a été utilisé, à plusieurs reprises, on vous dit que celle qui a obtenu l'actuel permis d'exploitation, c'est la société AVZ. Ça, c'est pas des mines, c'est pas du droit minier, c'est de la désinformation. La société AVZ est actionnaire majoritaire. La société AVZ ne possède aucune mine. La mine, elle est possédée par la société Datcom. Datcom n'est pas une société australienne, comme on a fait passer le message. C'est une société de droit congolais qui vient du partenariat, n'est-ce pas, de la société Datomir. Datomir, au minière, et AVZ. Datomir, ce n'est pas une société australienne, c'est une société ici. Correctement, donc un journaliste d'investigation serait parti au tribunal de commerce, aurait trouvé des informations sur Datcom et se serait maintenu, n'est-ce pas, de ne pas faire une déclaration, c'est une société australienne. Et donc, le projet de Manon ou de Datcom, c'est le projet Datcom, qui est la société du partenariat. Donc, ce n'est pas AVZ qui allait présenter l'étude de faisabilité au cadastre minier. Alors, pourquoi est-ce que AVZ met son nom, n'est-ce pas, sur cette étude de faisabilité? Un, cela répond à l'accord de John Venture qui lui a demandé de pouvoir présenter cette étude dans 36 mois. Et puis deux, depuis 2002, l'intelligence du législateur congolais avait introduit la notion en droit boursier des sociétés affiliées. Les sociétés affiliées, vous allez à l'article 146 du Code minier, on vous dit que les sociétés affiliées sont celles qui ont un contrôle de plus de 50% au niveau du projet. Et donc, ces sociétés affiliées, vous pouvez voir, Glencore peut aller à l'international et dire « je possède la mine de Kamoto ». Mais il n'y a aucun titre, n'est-ce pas, qui est établi pour dire que voilà, c'est Glencore. C'est une société affiliée qui peut aller, n'est-ce pas, en bourse et donc parler au sujet, n'est-ce pas, du projet de ses filiales. Maintenant, vous avez les sociétés filiales, les sociétés de projet qui sont comme KCC, Moumi, etc. Donc, AVZ est une société affiliée au terme, n'est-ce pas, de notre propre législation. Donc, il n'y a aucune mauvaise interprétation. Est-ce qu'une société comme Datcom a-t-elle l'obligation de faire du social? A-t-elle l'obligation de dire, voilà, je vais pouvoir développer, etc. Une société, n'est-ce pas, qui le ferait et qui poserait des actes d'exploitation, on lui retirerait, n'est-ce pas, la licence. Mais elle peut poser des actes qu'on appelle de responsabilité sociale des entreprises, pas sociétale, parce que sociétale, c'est ce qui est prévu dans le code minier, c'est-à-dire son conseil d'administration peut décider de faire des œuvres utiles. Et c'est ce que AVZ a fait. AVZ a fait quoi à Manon? Pour ceux qui ne le savent pas,
Manono était une ville et un territoire miné. Il y avait des armes, plusieurs munitions à travers le territoire de Manono et personne ne pouvait circuler librement. Et donc on a appelé Mag Energy qui est venu, qui a déminé tout le territoire de Manono. Et on appelait à l'époque Manono le triangle de la mort. Donc on a enlevé et plusieurs autres activités qui ont été faites, qui sont notamment sur la poliomyélite et d'autres activités. Donc ce n'est pas honnête aujourd'hui, puisque nous avons un code, nous avons des lois. Ce n'est pas honnête aujourd'hui de passer sur une chaîne de dire que voilà, la société AVZ a obtenu le permis de recherche et que cette société n'a rien fait pour le peuple de Mali. C'est vraiment honteux, scandaleux. Pourquoi? Parce que nous avons des lois. Et le permis de recherche en République démocratique du Congo a un objectif de 5 ans. Et pendant 5 ans, AVZ a présenté en 3 ans l'étude de faisabilité. Le 4 mai 2021, il a déposé cette étude de faisabilité au cadastre minier. La société communière ayant reçu l'étude de faisabilité en août a fait plus de 8 mois sans réaction. C'est aujourd'hui qu'on voit des réactions qui sont plus sur des chiffres, sur des facturations. Donc, une société détentrice d'un permis de recherche en République démocratique du Congo a pour objectif 1 de pouvoir conduire des travaux de forage pour démontrer est-ce que ce projet est viable ou pas. Parce que cela peut conduire justement à une situation où ce n'est pas viable. Et dans le cas d'espèce, ça a été fait. Est-ce que ce projet est économiquement viable pour le pays? Ça a été fait. Et bien avant la fin, n'est-ce pas, du terme de 5 ans, 3 ans, je le rappelle encore, l'étude était prête, avait été soumise et plusieurs rapports du conseil d'administration, pour ceux qui veulent avoir assis avec Cominière, preuve à l'appui, existent démontrant qu'il y a eu un échange. Mais ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, de pouvoir dire que non, pendant 8 mois, vous n'avez fait aucune réaction. La seule condition qui est prévue dans le JV, c'est que l'étude de faisabilité doit avoir un taux de rentabilité de 20%. 2, vous devez lever des fonds. Alors, où est-ce qu'on lève les fonds? Pour moi, c'est une violence de l'abstraction de pouvoir expliquer ça. Parce qu'on lève les fonds, n'est-ce pas, en bourse. On va lever les fonds. AVZ n'est pas une société qui fait de la spéculation. AVZ a été aujourd'hui, à ce jour, la seule société qui a fait, n'est-ce pas, œuvre utile en démontrant la valeur économique du projet de Manono. Aujourd'hui, on parle de ce projet, c'est parce que justement AVZ est allé à investir plus d'une centaine de millions de dollars pour pouvoir extirper, n'est-ce pas, du sous-sol les informations utiles qui ont été partagées le premier jour avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, et plus tard avec, n'est-ce pas, toutes les autres autorités qui sont impliquées dans le développement. Alors, aujourd'hui, on se trouve avec des gens qui ont osé donner l'information comme si c'est AVZ. Encore une fois, je souligne, la société qui possède la licence, c'est DATCOM. Alors, séparer le droit minier avec les questions sur le partenariat. Alors, plus important encore, c'est que quand le dossier est entré au niveau du cadastre minier, le cadastre minier est un service spécialisé dont l'objectif est donc un guichet qui a reçu, qui a envoyé, n'est-ce pas, les différentes informations vers les différents services spécialisés et des études ont été faites. Et donc, par conséquent, les questions environnementales ont été adressées et un avis favorable sur les études d'impact environnemental et le plan de gestion environnementale, toutes ces études ont reçu un avis favorable. En plus, le cadastre minier a émis un avis favorable par rapport à la configuration cadastrale, n'est-ce pas, du périmètre. Troisièmement, et le plus important, c'est que la direction des mines a évalué l'étude de faisabilité et il y a 15 experts qui s'assoient pour pouvoir démontrer est-ce que
elle est conforme au schéma donné dans le code minier sur la présentation de l'étude de faisabilité. Ils ont donné un avis de conformité favorable qui est envoyé maintenant à la direction de mine qui a pris un avis technique favorable. 3 avis favorables. Alors, que nous rappelle notre code 2002? Le code minier 2002 rappelle que la RDC ouvre ses portes aux investisseurs et son Excellence, Monsieur le Président, a fait énormément de travail en allant attirer des investisseurs et donc AVZ qui a écouté et qui est venu. On rappelle qu'on vient accéder dans le secteur minier sur la base du principe suivant. Le premier qui vient, c'est le premier qui est servi. Il ne s'agit ni de la grandeur, ni de la hauteur, ni de la couleur, ni de son origine. Mais c'est ça le principe que nous avons, qui est coulé, n'est-ce pas, dans l'article 34 de notre code minier. C'est le premier qui vient, qui ose aller faire de la recherche, aller pouvoir faire des explorations. Ça coûte de l'argent et c'est un risque. On pouvait mettre ces 100 millions de dollars, ne rien découvrir. Mais si vous avez de la chance et que cela arrive à la situation où nous sommes arrivés, eh bien, on a été le premier à pouvoir démontrer que sur le site de Manon, nous possédons l'un des plus bas à chaque développement des activités sur les échantillons, sur les travaux, etc. Tout ça. Et donc, également, vous devez savoir que la partie la plus importante en termes de satisfaction, c'est que là où Cominier devait s'intéresser par rapport à la cote de partenariat, c'est que le taux de rentabilité devait être de 20%. Or, le taux de rentabilité a été multiplié par 2 et donc c'est 40%. Donc, l'étude de faisabilité. Et donc, sur le plan international, pour ceux qui sont des initiés, ils se sont rendus compte que cette étude de faisabilité avait non seulement révélé que la RDC possédait le plus grand gisement de lithium, de spodumène, après, n'est-ce pas, c'était le plus grand dans le monde et le deuxième qui suivait celui de l'Australie. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec un gisement qui va faire plus de 200 ans et pour lequel aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, cet ensemble des difficultés, des complications que vous avez lues à travers les médias. Et vous comprenez maintenant un peu plus les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Et donc, quand vous allez maintenant profondément sur l'étude de faisabilité, les seuls reproches qui ont été faits sur l'étude de faisabilité ne viennent ni de la communauté internationale, ni des experts du gouvernement, ni en plus, n'est-ce pas, des autres, des partenaires, etc. au projet. Ils ne viennent que de Cominier. Ça ne vient pas, non pas sur le gisement, sur des questions techniques, mais ce sont des réponses qui sont dites, oh, que vous faites une surfacturation, etc. Les calculs, n'est-ce pas, en ce qui concerne les différents marchés dans ce genre de travail sont faits selon une méthodologie bien connue. Il y a une association internationale des ingénieurs, etc. Les calculs de DFS sont bien connus. Et les informations, en l'occurrence, en ce qui concerne AVZ, ces informations sont tout simplement rendues publiques. Et donc, quand nous allons maintenant sur les autres questions pertinentes qui concernent la licence, il a été véhiculé, et ça, je suivais la déclaration des deux personnes que nous avons indiquées, que étant un PR, que la société Datcom, il faut bien préciser, parce que dans le langage tel qu'il a été utilisé, à plusieurs reprises, on vous dit que celle qui a obtenu l'actuel permis d'exploitation, c'est la société AVZ. Ça, c'est pas des mines, c'est pas du droit minier, c'est de la désinformation. La société AVZ est actionnaire majoritaire. La société AVZ ne possède aucune mine. La mine, elle est possédée par la société Datcom. Datcom n'est pas une société australienne, comme on a fait passer le message. C'est une société de droit congolais qui vient du partenariat, n'est-ce pas, de la société Datomir. Datomir, Cominière et AVZ. Datomir, ce n'est pas une société australienne, c'est une société ici. Correctement, donc un journaliste d'implication,
serait parti au tribunal de commerce, aurait trouvé des informations sur Datcom et se serait maintenu, n'est-ce pas, de ne pas faire une déclaration. C'est une société australienne. Et donc, le projet de Manon de Datcom, c'est le projet Datcom, qui est la société du partenariat. Donc, ce n'est pas AVZ qui allait présenter l'étude de faisabilité au cadastre minier. Alors, pourquoi est-ce que AVZ met son nom, n'est-ce pas, sur cette étude de faisabilité? Un, cela répond à l'accord de John Venture qui lui a demandé de pouvoir présenter cette étude dans 36 mois. Et puis deux, depuis 2002, l'intelligence du législateur congolais avait introduit la notion en droit boursier des sociétés affiliées. Les sociétés affiliées, vous allez à l'article 146 du Code minier, on vous dit que les sociétés affiliées sont celles qui ont un contrôle de plus de 50% au niveau du projet. Et donc, ces sociétés affiliées, vous pouvez voir, Glencore peut aller à l'international et dire « je possède la mine de Kamoto ». Mais il n'y a aucun titre, n'est-ce pas, qui est établi pour dire que voilà, c'est Glencore. C'est une société affiliée qui peut aller, n'est-ce pas, en bourse et donc parler au sujet, n'est-ce pas, du projet de ses filiales. Maintenant, vous avez les sociétés filiales, les sociétés de projet qui sont comme KCC, Moumi, etc. Donc, AVZ est une société affiliée au terme, n'est-ce pas, de notre propre législation. Donc, il n'y a aucune mauvaise interprétation. Est-ce qu'une société comme Datcom a-t-elle l'obligation de faire du social? A-t-elle l'obligation de dire, voilà, je vais pouvoir développer, etc. Une société, n'est-ce pas, qui le ferait et qui poserait des actes d'exploitation, on lui retirerait, n'est-ce pas, la licence. Mais elle peut poser des actes qu'on appelle de responsabilité sociale des entreprises, pas sociétale, parce que sociétale, c'est ce qui est prévu dans le code minier, c'est-à-dire son conseil d'administration peut décider de faire des œuvres utiles. Et c'est ce que AVZ a fait. AVZ a fait quoi à Manono? Pour ceux qui ne le savent pas, Manono était une ville et un territoire miné. Il y avait des armes, plusieurs munitions à travers le territoire de Manono et personne ne pouvait circuler librement. Et donc on a appelé Mag Energy qui est venu, qui a déminé tout le territoire de Manono. Et on appelait à l'époque Manono le triangle de la mort. Donc on a enlevé et plusieurs autres activités qui ont été faites, qui sont notamment sur la poliomyélite et d'autres activités. Donc ce n'est pas honnête aujourd'hui, puisque nous avons un code, nous avons des lois. Ce n'est pas honnête aujourd'hui de passer sur une chaîne de dire que voilà, la société AVZ a obtenu le permis de recherche et que cette société n'a rien fait pour le peuple de Mali. C'est vraiment honteux, scandaleux. Pourquoi? Parce que nous avons des lois. Et le permis de recherche en République démocratique du Congo a un objectif de 5 ans. Et pendant 5 ans, AVZ a présenté en 3 ans l'étude de faisabilité. Le 4 mai 2021, il a déposé cette étude de faisabilité au cadastre minier. La société communière ayant reçu l'étude de faisabilité en août a fait plus de 8 mois sans réaction. C'est aujourd'hui qu'on voit des réactions qui sont plus sur des chiffres, sur des facturations. Donc, une société détentrice d'un permis de recherche en République démocratique du Congo a pour objectif, de pouvoir conduire des travaux de forage pour démontrer est-ce que ce projet est viable ou pas. Parce que cela peut conduire justement à une situation où ce n'est pas viable. Et dans le cas d'espèce, ça a été fait. Est-ce que ce projet est économiquement viable pour le pays? Ça a été fait. Et bien avant la fin, n'est-ce pas, du terme de 5 ans, 3 ans, je le rappelle encore, l'étude était prête, avait été soumise et plusieurs rapports du conseil d'administration, pour ceux qui veulent avoir assis avec Cominière, preuves à l'appui existent démontrant qu'il y a eu un échange. Mais ce n'est pas à nous, n'est-ce pas, de pouvoir dire que non, pendant 8 mois, vous n'avez fait aucune réaction. La seule condition qui est prévue dans le JV, c'est que l'étude de faisabilité doit avoir un taux de rentabilité de 20%,
Deux, vous devez lever des fonds. Alors, où est-ce qu'on lève les fonds? Pour moi, c'est une violence de l'abstraction de pouvoir expliquer ça. Parce qu'on lève les fonds, n'est-ce pas, en bourse. On va lever les fonds. AVZ n'est pas une société qui fait de la spéculation. AVZ a été aujourd'hui, à ce jour, la seule société qui a fait, n'est-ce pas, œuvre utile en démontrant la valeur économique du projet de Manono. Aujourd'hui, on parle de ce projet, c'est parce que justement AVZ est allé à investir plus d'une centaine de millions de dollars pour pouvoir extirper, n'est-ce pas, du sous-sol les informations utiles qui ont été partagées le premier jour avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, et plus tard avec, n'est-ce pas, toutes les autres autorités qui sont impliquées dans le développement. Alors, aujourd'hui, on se trouve avec des gens qui ont osé donner l'information comme si c'est AVZ. Encore une fois, je souligne, la société qui possède la licence, c'est DATCOM. Alors, séparer le droit minier avec les questions sur le partenariat. Alors, plus important encore, c'est que quand le dossier est entré au niveau du cadastre minier, le cadastre minier est un service spécialisé dont l'objectif est donc un guichet qui a reçu, qui a envoyé, n'est-ce pas, les différentes informations vers les différents services spécialisés, et des études ont été faites. Et donc, par conséquent, les questions environnementales ont été adressées. Et un avis favorable sur les études d'impact environnemental et le plan de gestion environnementale, toutes ces études ont reçu un avis favorable. En plus, le cadastre minier a émis un avis favorable par rapport à la configuration cadastrale, n'est-ce pas, du périmètre. Troisièmement, et le plus important, c'est que la direction des mines a évalué l'étude de faisabilité et il y a 15 experts qui s'assoient pour pouvoir démontrer est-ce qu'elle est conforme au schéma donné dans le code minier sur la présentation de l'étude de faisabilité. Ils ont donné un avis de conformité favorable qui est envoyé maintenant à la direction de mines qui a pris un avis technique favorable. 3 avis favorables. Alors, quel nous rappelle notre code 2002? Le code minier 2002 rappelle que la RDC ouvre ses portes aux investisseurs et son Excellence, Monsieur le Président, a fait énormément de travail en allant attirer des investisseurs et donc AVZ qui a écouté et qui est venu. On rappelle qu'on vient accéder dans le secteur minier sur la base du principe suivant. Le premier qui vient, c'est le premier qui est servi. Il ne s'agit ni de la grandeur, ni de la hauteur, ni de la couleur, ni de son origine. Mais c'est ça le principe que nous avons, qui est coulé, n'est-ce pas, dans l'article 34 de notre code minier. C'est le premier qui vient, qui ose aller faire de la recherche, aller pouvoir faire des explorations. Ça coûte de l'argent et c'est un risque. On pouvait mettre ces 100 millions de dollars, ne rien découvrir. Mais si vous avez de la chance et que cela arrive à la situation où nous sommes arrivés, eh bien, on a été le premier à pouvoir démontrer que sur le site de Manon, nous possédons l'un des plus sur la chaîne des valeurs des batteries. Nous avons suivi l'UNECA, on a rencontré un de nos frères congolais qui est docteur et spécialiste au niveau du véhicule. Il dit non, c'est une brillante idée. On va inviter Elon Musk, on va, etc. Et on va pousser le gouvernement. Via le ministère de l'Industrie, qui va plus tard saisir le gouvernement, un forum sera organisé sur la chaîne des valeurs des batteries. Des documents existent, échanges avec l'UNECA, échanges avec tous ces secteurs, parce que nous avions voulu innover et très peu y croyaient. Et donc, vu le momentum, n'est-ce pas, de ce forum, il avait pris au président, n'est-ce pas, à la primature, au gouvernement, de pouvoir nommer AVZ comme membre du comité national sur la chaîne des valeurs. Ce document existe et AVZ s'assoit ensemble avec UNECA, avec plusieurs organisations dans ce comité-là.
Et c'est l'autorité du pays qui avait créé de suite de cet événement. Et donc, nous avions donc cette vision-là en se disant, notre financière, comme je disais, entrer à la bourse, plus ou moins une valeur de 166 millions de dollars, qui dépasse de loin d'ailleurs, comme vous entendez ici et là, ce qui a été proposé pour l'entrée de certaines sociétés dans la société. Mais pour la première fois, et c'est là que je me suis tenu la main comme Congolais, pour la première fois, on faisait notre narratif dans le secteur minier. Donc on veut que l'État congolais soit représenté et s'assoie à la même table de décision sur les fluctuations des marchés, qu'ils mettent l'intelligence, parce qu'il faut un transfert de technologies pour pouvoir faire des batteries, il faut des décideurs, il y a des gens brillants, des ingénieurs financiers qui peuvent conseiller l'État à ce niveau-là, pour dire, ok, nous asseyons à la même table, et donc on peut décider de ce marché du lithium. Et donc si nous sommes allés plus loin. En dessous, nous avons poussé Bloomberg pour faire une étude. Bloomberg a fait une étude. Quelle est la meilleure destination pour pouvoir faire la chaîne de valeur? Et c'est quel pays? Eh bien, de cette étude, il a été démontré que c'était la RDC par rapport à tous les pays, sur le coût, sur un ensemble de choses. Et donc, cette étude avait été présentée au forum. Et donc, faisant de la RDC une destination. Alors, AVZ, pour ceux qui connaissent les mines, dit que c'est un contrat de concession. C'est-à-dire que l'État vient vous dit, c'est moi le propriétaire. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la technicité, je voudrais développer. Il est venu basé sur le principe du premier venu, du premier servi. C'est écrit dans le code minier et on ne prend pas les gens à leur couleur, à leur origine de pays. Le principe qui est établi et qui coulait plus tard dans l'article 34, c'est que c'est le premier venu. Donc, c'est une joint venture. On vient dans une aventure d'investissement qui peut marcher et qui ne peut pas marcher. Mais lorsque ça marche, ne venez pas me dire que non, je suis mauvais parce que j'ai démontré que ce projet, il est brillant et que je veux associer pour moi. Et que, preuve à l'appui, bien avant toutes ces discussions qu'il y a aujourd'hui au pays, preuve à l'appui, ces déclarations, ces offres ont été soumises au gouvernement. Donc, offre technique, offre financière. Offre technique, plus important, ça implique quoi? Mais le développement des infrastructures, je le répète, aéroport, route, la centrale de Pianamon. Et donc, plus tard, je vais en arriver maintenant au dernier point sur la situation. Au terme où nous sommes aujourd'hui, l'étude de faisabilité avait été présentée, les avis décisoires, c'est pas la ministre qui prend la décision, l'article 71 le dit, les avis décisoires, avis favorables à l'environnement d'exploitation, lequel permis va nous permettre de pouvoir... alors, une autre condition du partenariat a été respectée, 500 millions de dollars disponibles pour pouvoir commencer le projet. 500 millions de dollars. Est-ce que c'est une histoire que nous racontons? Je veux vous narrer une petite histoire, c'est que lorsqu'on avait déposé toutes ces offres-là, le gouvernement, à un moment, avait questionné, est-ce que AVZ possède de l'argent? Est-ce que vous avez les financements pour pouvoir démarrer le projet? Il va nommer des experts. Le rapport existe, documenté. Il va nommer une délégation d'experts qui est allée à la rencontre des financiers de l'Inde, etc., qui sont impliqués dans le projet AVZ. Ils ont parlé, ils sont revenus, ils ont soumis le rapport au FIN pour dire, nous donnons notre avis favorable, nous avons entendu, nous avons fait notre due diligence, ils ont les moyens pour pouvoir développer le projet. Et donc cela a été soumis. Notre projet est bloqué au niveau du gouvernement pour les raisons que vous pouvez imaginer. Alors, l'argent est disponible, on a la licence, mais on se trouve maintenant dans une situation où le cadastre minier, en tant qu'un service spécialisé, mais qui n'a pas le droit de pouvoir émettre ses avis de manière a posteriori sur la décision, n'est-ce pas, de la ministre. Sur base de l'article 756, il était question que la cadastre minier puisse nous notifier en ayant 5 jours. En ayant 5 jours. John P. Williams, du cabinet d'Ankan et Alan, qui écrivait ces quelques lignes
n'est-ce pas, lors du projet du code minier, insister sur l'intelligence de cette disposition. On ne va pas lui donner un jour, on va lui donner 5 jours. Comme ça, ils ont le temps. Alors, de bonne foi, la société d'Atcom va écrire au cadastre minier pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne nous donne l'information, mais nous avons vu dans les médias un permis d'exploitation, etc. Ils vont nous répondre par voie d'huissier, documenter pour dire non, nous prenons le temps de calculer les droits superficiels. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, dans les autres secteurs, le ministre prend la décision, il est déjà dans le commerce juridique. Mais ici, exceptionnellement, l'intelligence et la rationalité du code minier avaient prévu le mécanisme du droit superficiel. Et pourquoi est-ce que John P. Williams et les autres avaient intégré le droit superficiel? Il avait imaginé le droit superficiel pour dire que nous sommes face à un pays indexé sur la corruption. On va donner des moyens au cadastre minier. Et donc, dans la mise en œuvre des droits superficiels à l'époque, c'est que les droits superficiels étaient directement payés au cadastre minier et le cadastre minier travaillait les dossiers correctement. Et donc, après, on a eu malheureusement l'ex-ministre Kabouloulou qui a changé, qui a tout mis pour la DGRAT. Ils se sont battus, ils ont mené à récupérer pour avoir maintenant 50%. 50% DGRAT, 50% cadastre minier. C'est donc exceptionnellement que le législateur lui avait autorisé, donné la possibilité que lorsque la décision du ministre est prise, il n'est pas notifié directement au titulaire de titre minier, on lui envoie à lui pour 2 uniques raisons. Un, il fait le calcul du prorata temporis, c'est-à-dire le temps qui reste à courir, parce que le calcul de droit superficiel, c'est sur une année. Mais si c'est 8 mois, si c'est 6 mois, on calcule le prorata, on notifie à la société, et la société a un délai de 30 jours de pouvoir payer. Mais il a aussi un délai important dans les 30 jours. Non seulement payer les droits superficiels, mais il doit donner 10% non diluable à l'État. Voilà pourquoi on lui a donné ça. Pas pour prendre une décision a posteriori, questionner la décision qui a été faite par le cadastre minier. Et malheureusement, le cadastre minier est allé même en public, violant le droit de réserve, n'est-ce pas, de l'agent public, tel que le code de conduite de l'agent public en RDC, et il a émis des avis en public. Nous rappelons que depuis 2021, nous avons une nouvelle loi sur les télécoms qui protège les données personnelles. Donc, l'étude de faisabilité, c'est une donnée personnelle à la société d'Atcom. Donc, partir sur la place publique, débattre, alors que vous êtes un service spécialisé, dont l'article 12 et le décret qui crée, il donne les compétences, mais il ne donne pas la possibilité. Donc, on va passer plus de 5 jours sans intervention quelconque, et nous avons écrit, on nous dit non, voilà, nous allons calculer les droits superficiels. Ok, nous attendons, et on réagit encore, mais communiquez-nous les droits superficiels, nous allons payer, parce que nous avons reçu entre-temps du ministère du portefeuille la question suivante. 60 jours, quelque chose, c'est plus de 60 millions de dollars. Et qui perd? La société d'Atcom, dans laquelle il y a des actionnaires suivants, donc l'État qui doit entrer, vous avez AVZ, vous avez combien? Mais c'est eux qui perdent. Ce sont les actionnaires qui perdent. Donc ce n'est pas simplement, je vais dire AVZ, non. C'est le pays qui est en train de perdre. Mais pensez à plus de ces milliers d'emplois qui devaient être déjà créés. Ces milliers d'emplois qui devaient déjà être lancés. Pensez à l'effet boomerang des différentes activités sur le territoire de Mali. Mais pensez également à l'effet de la zone économique spéciale, qui était en fait l'élément qu'on voulait utiliser pour attirer d'autres investisseurs, pharmaceutiques et autres, etc. Nous avons voulu rêver, et certains me disaient même que vous rêvez, nous avons poussé le cochon plus loin. Le ministre de l'Industrie nous a cru, nous a accompagnés, etc. Et donc aujourd'hui, l'État congolais aussi perd des taxes. Plus de 300 000 $ par jour. Voilà la conséquence de cette décision. Mais est-ce que le conflit ou le reproche quelconque qu'on peut faire à AVZ mérite ce traitement à la société d'Atcom, qui est en fait une société du partenariat? C'est comme si je suis assis quelque part et je suis l'arbre sur lequel je suis. Et il s'agit de la première licence.
Des gens sont venus, sont passés dans les télévisions, ils ont dit que non, ils représentaient tel. Ici, nous parlons de l'intérêt du peuple de Manono et du démarrage, n'est-ce pas, du projet. Voilà l'intérêt, n'est-ce pas, de la société APZ qui a rempli, n'est-ce pas, tout. Alors, donc, tellement dramatique que c'est lorsque nous sommes un permis d'exploitation. À l'université UPN. Alors, la première question, c'est par rapport à ces conflits, à ce fameux conflit. Clairement, il y a un conflit d'intérêt déjà, avant même le démarrage du projet, entre la communière et les différents partenaires. Et clairement, vous avez déjà essayé d'entamer les différents moyens de conciliation ou sinon d'harmonisation pour ce conflit, mais apparemment, cela n'aboutit pas. Quel est votre plan concret pour mettre fin? Parce qu'effectivement, ce qui dérange le plus, c'est qu'à vous entendre parler, nous comprenons que la République, la population et que tous perdons tous les jours, alors que le projet peut déjà démarrer et que vous avez tenté les moyens de droit, apparemment ça ne marche pas. Quel est le plan concret pour pouvoir vous en sortir et enfin démarrer le projet? La deuxième question, c'est, moi je suis Manono, c'est chez moi. Pour ceux qui connaissent la région, ils savent que depuis 1997, il n'y a rien à Manono. Depuis qu'on a brûlé les trucs, il n'y a rien à Manono. Donc, ces genres d'initiatives, pour nous, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. J'avais essayé de consulter les documents, j'avais vu qu'en termes de provisions, des prévisions, je veux dire, vous avez quand même, je veux dire, donné des chiffres. Par exemple, 600 millions pour le développement des usines. C'est une prévision et c'est clair ces chiffres que vous avez bien donnés. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bourse, vous avez aussi parlé des 166 millions pour la République. Mais pour tout ce qui concerne l'enveloppe liée au mécanisme social, vous avez parlé effectivement de la réhabilitation de la centrale et tout ça. Mais quel est le chiffre? Quelle est cette prévision en termes de chiffres pour ce qui concerne tout ce mécanisme qui va aller dans le sens du développement social? On a l'impression qu'il n'y a pas une prévision de manière chiffrée. Il y a des intentions, nous avons entendu parler de beaucoup d'intentions. Mais est-ce qu'en termes de prévision, on peut avoir aussi des chiffres par rapport à cela? Merci bien. Ont été émis et des comités sont en train d'être mis en place. Mais vous devez vous rappeler que le code minier n'a pas laissé à l'écart, n'est-ce pas, les communautés locales. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle les royalties en anglais, donc la redevance minière, dont la quantité de répartition, déjà dans le code de 2002, prévoyait. Et il était indiqué dans le texte, c'est pour le développement des infrastructures, la prise en charge de la communauté locale. Mais en plus, dans la réforme de 2018, on a ajouté la question du cahier des charges. Les 0,3% à l'époque, au cabinet où j'étais avant, nous avions introduit ça chez TFM, dans les conseils qu'on leur donnait. Ce n'est qu'une application d'une expérience de TFM que la société civile a introduit. Donc, il y a un deuxième... maintenant, le développement des infrastructures, ces grandes infrastructures, je ne pense pas que la route, réhabiliter la voie ferrée, qui est le moyen le moins cher, je ne pense pas que ces infrastructures-là ne vont pas servir la population de Manono, parce qu'il faut faire du commerce intransféré. Rappelez-vous, je vous ai dit, vous avez, quand vous arrivez à Kalimi, vous pouvez voir des sucrés ou des boissons qui viennent à chaque prix. Deuxième élément du rapport de l'IGF. L'IGF a établi que la cession à Zedine avait été irrégulière. Elle aurait dû être à la hauteur de ce que AVZ donné, plus de 160 millions de dollars. Et voilà pourquoi l'IGF a dit que Cominier avait bradé. Alors, dans sa présentation, quelque chose a dit que non, il y a un bradage que AVZ aurait fait. Alors, ou soit AVZ est devenu magicien, avec un pouvoir maléfique, qui chaque nuit doit réveiller le directeur général de Cominière pour faire une session de 10% à Zedjin, de faire de 15% à Zedjin et de faire une session de 5%. Alors que la pratique traditionnelle, c'est qu'avant, il y avait une période de blocage qui voulait qu'il fallait d'abord déposer l'étude de faisabilité,
Même l'État attendait, l'État qui a en fait des droits sacro-saints, attendait qu'on dépose l'étude de faisabilité, ça finit, et maintenant, il va avoir accès à 10%. Donc, encore une fois, vous et un autre journaliste que nous avons, vous êtes les seuls à nous informer qu'il y a eu une cession de 5%. Nous ne sommes pas au courant dans la société. Et Datcom n'est pas au courant. Ça se passe comme ça ne se passe jamais dans la rue, ça se passe dans le cadre d'un conseil. Est-ce qu'il y a eu un conseil des ministres qui a approuvé cela? Il y a toute une mécanique qui doit pouvoir se passer. Alors, renversez alors votre expression pour savoir qui a bradé les assets de l'État. AVZ n'en possède aucun. Ce n'est qu'un actionnaire et il est dans le projet. Mais celui qui, même dans le cœur des conflits, on apprend qu'il y a cession de 5%. Il y a eu section de 15%. Mais allez lire le contrat de cession sur Zidjin. L'État dit j'autorise la cession à Zidjin et il y a une invention